Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et comme chaque semaine, pour décrypter et analyser cette actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, parmi la nombreuse actualité, j'allais dire comme chaque semaine du secteur, on prend un angle peut-être un peu plus original cette semaine, puisqu'on parle de grande distribution, avec deux opportunités. Une annonce du côté de chez Amazon avec un magasin complètement sans caisse en fait, tout simplement, on va y revenir. Et puis, j'allais dire, la version peut-être un peu moins riante, c'est Carrefour qui annonce un plan social, ou en tout cas un redéploiement, on va dire, de l'activité de Carrefour sur le e-commerce, le online, on appelle ça comme on veut, et au détriment évidemment des magasins physiques. Alors le point intéressant pour nous, c'est que tout ça est très consommateur évidemment de nouvelles technologies, et ça illustre finalement pas mal peut-être l'évolution de pas mal de secteurs d'activité en cours grâce à cette fameuse transformation digitale. Effectivement, on est en plein là, dans la transformation numérique de la distribution. Qui, il faut bien le dire, jusqu'à présent n'avait pas évolué considérablement depuis, alors j'exagère un peu, mais enfin depuis l'ouverture, mais depuis l'ouverture du premier supermarché en France à Sainte-Geneviève-des-Voies en 1963. Donc effectivement l'idée c'est... Disons qu'il y a beaucoup d'informatique, mais d'innovation, mais elle est cachée, on va dire. Voilà, mais là on parle de transformation numérique, donc en fait c'est un peu l'interfaçage avec le client et la manière de... Donc on a modernisé beaucoup le back-office, la supply chain, etc. Mais en tout cas, tout le front office, oui, le front office, ça n'a pas beaucoup évolué. Et donc, c'est intéressant de mettre en regard ces deux annonces. Donc, on a d'un côté Amazon, on ne présente plus Amazon, évidemment, qui est champion du commerce en ligne, qui avait déjà ouvert, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un peu expérimental, une librairie, une vraie librairie à Seattle, puisque c'est son siège. Et puis là, qui ouvre un magasin donc, de distribution de produits frais. Bon, c'est un petit magasin, c'est même pas une supérette, c'est vraiment tout petit, mais c'est expérimental, mais en tout cas c'est bourré de technologie, et l'idée, comme vous l'avez indiqué, c'est de dire, enfin l'idée avec laquelle Amazon a démarré son projet, c'est de dire un client n'a pas à attendre en caisse. Donc en gros, il n'y a plus de caisse, et donc on organise le magasin de telle sorte que les flux sont libres. Voilà. Donc l'idée, c'est à base de smartphone, évidemment. Donc on rentre dans le magasin, on est identifié, il y a des portiques, il y a une application, et après on fait ses courses, donc on peut prendre, remettre, et en sortant, avec toutes les caméras qui sont, donc là pour le coup vous êtes filmé, donc souriez, vous êtes filmé, donc le système, on va dire, a fait le bilan de tout ce que vous avez pu mettre dans votre cabas, et en sortant il vous facture, et donc il n'y a pas Donc évidemment ça paraît un peu surréaliste. Un peu surréaliste, effectivement. Bon, il faut toujours des employés dans le magasin, parce qu'il ne serait-ce que pour mettre les produits dans les rayons. Exactement. Pour faire bon. Mais il n'y a plus de caissière, et ce mouvement de magasin sans caisse, on en parle depuis un certain temps, ça existe un peu, c'est des caisses automatiques, et ça existe en France dans plein de magasins, ça marche toujours, parce que une fois sur deux il y a un petit problème, mais en tout cas là il n'y a même plus de caisse du tout. Donc ça c'est le premier élément. Amazon qui en est à ses tout débuts et a des grandes ambitions dans la distribution de produits alimentaires. Rappelons qu'ils ont racheté un acteur physique, et que d'ailleurs ça fonctionne plutôt pas mal. Absolument. Et donc l'autre versant de ça, c'est Carrefour, le symbole de la grande distribution française, c'est le premier employeur privé en France, qui commençait à présenter quelques difficultés, principalement, enfin assez largement centré sur l'Hexagone, même s'il y a des magasins à l'étranger, et qui, il faut bien le dire, donc on reboucle un peu sur ce qu'on disait au départ, à l'instar de tous les géants de la distribution, en gros, a poussé le modèle dans le sens où l'idée c'était d'ouvrir des supermarchés, après hypermarchés, avec toutes les dégradations des centres-villes dont on parle aujourd'hui, ça c'est le premier point, et deux, c'est les prix les plus bas possibles, donc qui sont obtenus avec le système des centrales d'achat, qui négocient de manière assez musclée avec les fournisseurs. Bon, ça, Amazon, je pense qu'ils font pareil. Ils font pareil, absolument.
Et donc, Carrefour avait donc quelques difficultés ces derniers temps, et donc Alexandre Bompard, qu'on connaît, hein, qui est européen, puis la Fnac avec le rachat de Darty, qui arrive à Carrefour et qui lance un grand plan. Alors un grand plan, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans lequel la composante numérique est assez importante. Donc un investissement. Alors on donne des chiffres, mais après il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est 2,8 milliards d'euros pour se redéployer dans le numérique, et puis des investissements en Chine, et l'autre versant, c'est la suppression de postes qui va se traduire par le non-remplacement de... Alors on parle de 2400, là c'est pareil, faudra vérifier. Donc c'est vraiment deux choses qui sont à mettre l'un au regard de l'autre. Est-ce que la réorganisation de... Alors parmi les autres éléments, il y a le développement de ce qu'on appelle le drive, dans le click and collect, donc ça veut dire qu'on achète sur son poste de travail, puis on va chercher en magasin. Sachant que là, c'est Leclerc qui a pris le marché. Hein, absolument, qui est leader. Il y a aussi le regroupement de toutes les marques en ligne, dont OShop, risque de disparaître. Carrefour.fr, et à signaler d'ailleurs que en fait les grands groupes français étaient assez pionniers en matière de distribution en ligne, hein, puisque il y a eu OShop, mais il y a eu cmescourses.com, il y a eu Télémarket, il y a eu Oura, la filiale de Cora, et ça a été lancé, je dis, il y a très longtemps déjà. Très longtemps, c'est-à-dire au siècle dernier. Mais c'est resté en gros un petit complément qui n'a pas été un élément stratégique du développement de ces entreprises, et le résultat il est là, à savoir que alors est-ce que les gens veulent acheter des produits frais en ligne? Ça c'est un autre débat, mais en tout cas ces grands groupes n'ont pas du tout, sont pas préoccupés de cette question-là. Et ben maintenant on arrive à des plans qui sont, je dirais, un peu plus drastiques. Il y a aussi dans ce plan-là, il y a tout ce qui est analyse donc des données, hein, des volumes de données des clients, donc le fameux big data, pour avoir une meilleure connaissance du client, et puis bon, après, je dirais toute une démarche commerciale vis-à-vis du client avec des offres particulières. Mais bon, là c'est un grand plan de Carrefour. Après, effectivement, il faudra voir comment ça fonctionne, comment ça se décline. Est-ce que la messe n'est pas, comme on dit un peu vulgairement, est-ce que la messe n'est pas dite? Est-ce que c'est pas trop tard? Mais bon, trop tard non, puisqu'il s'était intéressé à cette question-là, mais pas de manière stratégique, on va dire. Très bien. Alors on change, j'allais dire là pour le coup, complètement de sujet. Vous avez souhaité revenir sur notre invité de la semaine dernière, un de nos invités de la semaine dernière. On avait deux invités un peu particuliers, l'interview de Benoît Dageville, qui est un des cofondateurs de Snowflake. Je vous laisse en parler, mais grosso modo, c'est une base de données dans l'analytique qui en part un peu de from scratch. Voilà, exactement. Donc c'est ça l'idée des deux cofondateurs de Snowflake. Il y a Benoît Dageville, que vous avez mentionné, et Thierry Cruanès. Pourquoi on en parle? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été créés en 2012. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une base de données, donc en gros un data warehouse pour le cloud. Comme vous l'avez dit, ils sont partis d'une page blanche, et l'idée c'était de concevoir un data warehouse qui est hérité des technologies anciennes, mais véritablement conçu pour le cloud, avec toutes les caractéristiques apportées par le cloud. Notamment qui traite les formats JSON, qui est le format de référence. Voilà. Alors pourquoi on en parle? Parce que ils ont levé cette semaine 260 millions de dollars, qui s'ajoutent aux un peu plus. Donc on arrive à près de 500 millions de dollars levés pour une start-up qui a été créée en 2012. Donc deux Français qui sont à l'origine de cette société basée aux États-Unis. Alors j'allais dire malheureusement ou heureusement, enfin peu importe. Oui, il n'est pas sûr que s'ils étaient restés en France, ils aient pu lever ce genre de montant. C'est peu probable qu'on soit arrivé, parce que finalement, si on regarde les startups françaises qui ont collecté, qui ont levé des fonds aussi importants, on pourrait les compter sur les doigts d'une demi-main. Enfin, donc c'est vraiment une belle réussite. Alors on en parle parce qu'il y a eu cette levée de fonds avec des investisseurs prestigieux, dont Sequoia Capital par exemple. Et puis ils ont réussi à faire venir Bob Muglia dans leur société comme CEO. Et donc on rappelle en deux mots qui est Bob Muglia, c'est l'ancien patron de la division Server and Tools de Microsoft. Donc c'est pas n'importe qui. La valorisation de cette entreprise, c'est 1,5 milliard de dollars, hein, suite à cette levée de fonds. Donc c'est une licorne. Donc
si on regarde les CV de tous les gens qui participent au développement, enfin les premiers, hein, maintenant ils sont un peu plus de 300, mais l'équipe de départ, je dirais qu'ils ont des CV longs comme le bras dans le domaine des bases de données, donc c'est quand même une belle réussite, il fallait le mentionner. Je me permets de rajouter que c'est aussi une certaine manière, symbole, j'ai arrivé, d'excellence à la française, puisque les deux cofondateurs sont titulaires d'un doctorat français, titulaires d'un doctorat à l'université française. Et qui ont passé les deux plus de 15 ans chez Oracle. Donc c'est effectivement une belle réussite française. Autre sujet, j'allais dire peut-être moins souriant, en tout cas pour le Qualcomm, parce que c'est Qualcomm dont on va parler, c'est une amende infligée par la Commission européenne à Qualcomm pour un problème encore une fois, de comportement anticoncurrentiel sur l'usage de ces fameuses puces. On rappelle, un Qualcomm, c'est dans tous les téléphones Android, c'est la puce qui permet, c'est l'Intel du téléphone mobile. Exactement. Et donc, c'est une amende de 1 milliard d'euros qui a été infligée à Qualcomm, donc c'est quand même significatif, pour abus de position dominante. La raison, c'est que, en gros, enfin pour le dire assez rapidement, Qualcomm avait négocié avec Apple le fait de le financer, en échange de quoi Apple ne s'approvisionnerait pas auprès de concurrents de Qualcomm. Parmi les concurrents, il y a Intel en particulier, donc Qualcomm c'est le leader, mais il y a des concurrents. Et donc Qualcomm, en gros, a eu cette démarche appelée position dominante, qui a été donc notifiée par la Commission européenne. Et en fait, ça s'inscrit, donc c'est la fameuse commissaire européenne à la concurrence, qui quand même, il faut le signaler, est assez efficace et offensive, et qui, donc c'est pas la première fois qu'il y a eu un certain nombre d'annonces ces derniers temps, qui montrent que l'Europe est en train de se réveiller sur les pratiques. Alors ça peut être là ses positions dominantes, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Dans le cas de Google, c'était un peu différent. Il y a aussi les problèmes fiscaux, hein, alors on parle optimisation, détournement fiscal. Donc il y a tout un tas de sujets, et il semblerait que la Commission européenne est en train de se réveiller sur ce point, et on ne peut que le saluer. Tant mieux, oui. On va dire, très bien. Alors ça, c'était pour un rapide retour sur la semaine passée. Sur la semaine à venir, on a deux événements. Hein. D'une part, il ne faut pas dire Happy Days, mais les API Days. Hein. Je crois que le sujet, tout est dans le titre. Et puis une conférence aussi d'Octo Technologies. Oui. Alors, je ne sais pas lesquels vous voulez traiter. Alors, les deux, effectivement, deux conférences. Donc là, c'est, on va dire, honneur aux tech, hein, si on dit entre les tech et les business, pour parler bien français. Donc, on a d'un côté, comme vous l'avez dit, les Happy Day ou API Days. Donc, c'est une série de conférences mondiales qui arrivent à Paris, donc le 30 et le 31 janvier, à la Cité internationale. Et donc, le titre est assez explicite. Hein. En gros, c'est tout ce que vous voulez savoir sur les API. Et on sait aujourd'hui le rôle des API, en particulier avec le développement du cloud, et le fait qu'on ait finalement des connecteurs un peu dans tous les sens pour faire tout un tas de choses. Donc les API sont devenus vraiment une pièce maîtresse du système d'information d'aujourd'hui. Et donc cette conférence plutôt orientée développeurs sera intéressante. Et l'autre, c'est une conférence qui est organisée par le cabinet Octo Technologies, qui est à l'origine de la conférence USI, donc c'était la 10e édition l'année dernière. Donc là, c'est plutôt une conférence sur l'innovation, le numérique, enfin, je dirais qui vole assez haut, et qui a beaucoup de succès. Donc là, Octo se lance plutôt dans la DocConf, oui, c'est ça. Bon, le nom, on pourra peut-être, on passera, mais en tout cas, là c'est plutôt... c'est plus technologique, là. Voilà, c'est très technologique, c'est destiné aux architectes, architectes tech et architectes data. Ça a lieu donc le 30 janvier au Palais de Tokyo, dans le 15e. Et donc, c'est une conférence qui est particulièrement adaptée pour tous les gens qui conçoivent des systèmes d'information. Donc, deux conférences qui seront... à mettre dans l'agenda. À mettre dans l'agenda, absolument. Et puis on conclut, comme d'habitude, avec, alors c'est pas vraiment un coup de cœur ni un coup de gueule, mais en tout cas un sujet peut-être d'étonnement, la nomination de John Chambers, qui est l'ancien CEO de Cisco, comme ambassadeur
de la tech, non pas américaine, mais française. Voilà, surprise, donc, hein. effectivement, c'est pas un coup de cœur, ça c'est clair. Coup de gueule, je sais pas s'il faut aller jusque-là, mais donc le terme French Tech, déjà, bon, on peut en discuter, mais enfin French Tech, tout le monde maintenant sait ce que c'est, hein. Ça a été initiative lancée par Axel Lemaire en 2013, donc il a créé un grand mouvement qui réunit toutes les startups françaises. On sait que, alors, pour reprendre une expression qu'on a déjà utilisée, en France il y a beaucoup de start, mais pas beaucoup de up, donc il y a un foisonnement qui est très important dans le domaine des startups, et c'est à l'occasion de la conférence Choose France, là, organisée par Emmanuel Macron, qui réunissait 140 dirigeants d'entreprise, au cours de laquelle il y a eu quelques annonces de SAP, Facebook, Google, d'investissement. Donc il y a eu cette nomination de John Chambers comme ambassadeur de la French Tech. On peut quand même être un peu étonné parce que, bon, on n'a rien contre les Américains, bien sûr, mais nommer un Américain ambassadeur de la French Tech, on peut quand même se poser quelques questions. Je veux dire, on aurait plus vu comme ambassadeur de la Silicon Valley, on va dire. Oui, et c'est vrai qu'il va quand même avoir un œil, je veux dire, des entrées dans toutes les startups françaises et tout. Après, qu'est-ce qu'il va en faire? Enfin, je veux dire, si on pense que les startups, c'est un élément stratégique du développement économique français, c'est quand même bizarre de confier ce poste d'ambassadeur, entre guillemets, dont les contours sont assez flous, comme ambassadeur de ce mouvement. Enfin, franchement, un peu comme si, alors j'ai rien contre les Américains, ni contre John Chambers, mais c'est vrai que sa réussite sur Cisco est assez spectaculaire, mais franchement, je ne comprends pas très bien ce qu'il vient faire à ce poste-là. Il y a certainement un certain nombre de Français qui avaient une dimension internationale, qui auraient pu tout à fait faire répondre à cette fonction. Bon, c'est comme ça, on voulait juste le signaler. Si nos lecteurs ont des commentaires à faire, qu'ils n'hésitent pas, ou une explication, la zone de commentaires de l'article ou de la vidéo est là pour ça. En tout cas, merci Guy pour cette analyse et ce décryptage. En attendant, je propose à nos lecteurs qui le souhaitent de visionner également la vidéo on reçoit cette semaine dans le cadre de notre émission l'invité de la semaine, Benoît Périquet d'OpenText, l'occasion de faire le point sur l'activité de cette société qui a acheté quand même pas mal d'acteurs ces dernières années et qui aujourd'hui est un acteur quand même assez important sur le marché de l'édition. Et en attendant, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous propose de nous retrouver même lieu, même heure pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.